Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La famille et les proches de Serigne Issa Touré exigent une autopsie. Ils rejettent la thèse d'un suicide. Ces derniers veulent que toute la lumière soit faite sur cette affaire après la découverte du corps sans vie du marabout. Accès à la commande publique des entreprises sénégalaises, l'ARCOP et ses partenaires réfléchissent sur une réévaluation des mécanismes d'attribution des marchés publics et soutenir davantage les entreprises locales. Le Sénégal accueille le 27 juillet le Salon international des médias. C'est pour discuter des opportunités dans le secteur des médias africains et favoriser les échanges entre les professionnels des médias. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Après la découverte du corps sans vie de Serigne Issa Touré dans la commune de Bambilor, sa famille et ses proches rejettent la thèse du suicide. Ils exigent une autopsie. Ces derniers estiment qu'il s'agirait d'un meurtre et demandent à la justice de faire la lumière sur cette affaire. Je vous propose de suivre les explications de Imam Ibrahim Fall, un de ses proches. Il est interrogé par Babacar Seck. bi ñu ko ñàkkee nag mooy ci bërëb bii ñu nekk fii Serigne Issa depuis bañ ne gannaaw suba la tamxarit la ñu ko ñàkkoon mooy alxames ajjuma samedi di tamxarit. C'est durant la période de la Tamkharit que Serigne Issa est sorti de la maison pour se promener. Il avait son chapelet. Nous l'avons cherché, mais nous n'avons trouvé que ses chaussures. Pour nous, il y a des gens qui avaient peur de sa convocation. C'est pour ça qu'on l'a kidnappé durant 22 jours. Nous avons interpellé l'État sans résultat. C'est à l'issue de notre point de presse d'hier qu'on nous a appelés pour nous dire que Serigne Issa a été retrouvé et que le procureur aurait donné bien l'instruction pour qu'on l'enterre sans autopsie. On n'est pas du tout d'accord. On ne peut pas croire que le marabout était là pendant 22 jours. Pour nous, il n'a même pas fait 2 jours sur ce lieu. Nous croyons qu'il a été tué et traîné ici. On veut que cette histoire soit tirée au clair. Nous réclamons une autopsie pour déterminer les circonstances de la mort de Serigne Issa Touré. loolu doyuñu tey doyuñu ëllëg ndax loolu rafetul bañ ko génnee fii waroon nañoo dem ñu dem autopsie ko wax ñu lan moo ko rey ah buñ ñu waxee lan moo ko rey ak ñan ñoo ko rey ñu toppal ñu ñooñu ak ñi doon wax ji ak ñi doon jëf-jëf ji. L'autorité de régulation de la commande publique et ses partenaires réfléchissent sur les voies et moyens pour mieux intégrer les entreprises sénégalaises qui évoluent dans le secteur du BTP dans la commande publique. La réévaluation des mécanismes d'attribution des marchés publics, une des solutions selon les acteurs, c'est pour renforcer la place des acteurs locaux dans ce secteur. Elisabeth Grastine et Moussadia. En vue de renforcer l'intégration des entreprises du BTP dans la commande publique, une réévaluation s'imposait. C'est ce qu'a souligné Moustapha Djité, directeur général de l'ARCOP, autorité de régulation de la commande publique. Donc il faut discuter des barrières qui font que l'accès n'est pas aujourd'hui satisfaisant. Mais après, il faudra également discuter des conditions et des mesures qu'il faut envisager pour que si la commande publique est confiée à ce secteur, que l'administration puisse avoir satisfaction. Ça, c'est important. C'est là la préoccupation qui a été évoquée tout à l'heure par mon ami Abdelkader Ndiaye sur la nécessité d'aller vers le classement des entreprises. Parce que pour nous, l'accès n'est pas une fin en soi. Que les entreprises du secteur BTP puissent accéder à la commande publique n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est que cet accès-là soit qualitatif. Les représentants du secteur du BTP, bâtiments et travaux publics, ont mis en lumière les difficultés d'accès à la commande publique. La filière éprouve de sérieuses difficultés d'accès à la commande publique, comme l'a souligné tantôt notre directeur général, liées à la conjonction de plusieurs facteurs objectifs. Le premier, c'est le déséquilibre dans le portefeuille. 70% des marchés en valeur échappent au secteur privé national à cause de certaines barrières injustes fixées arbitrairement à l'entrée par des donneurs d'ordre
pour éliminer les entreprises locales. Face aux conventions souvent signées avec des entreprises étrangères dans le cadre des marchés publics, le ministre des Infrastructures, des Transports aériens et terrestres apporte des éclaircissements. C'est tout à fait normal que l'État lance des appels d'offres à l'international. Je pense qu'il faudrait également que l'on réfléchisse sur les mécanismes à mettre en place pour permettre aux entreprises locales qui disposent de moyens financiers limités de participer elles aussi à la compétition. Savoir-faire, naka lañuy def ñu bokk par la force. Pour rappel, cet atelier vise à promouvoir l'accès des entreprises nationales du BTP à la commande publique et à renforcer la compétitivité de l'expertise locale au Sénégal. Elisabeth Grace-Tine, lancement des chantiers de déploiement du volet comptable du système intégré de gestion des finances publiques par la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, une étape qui marque une avancée significative dans la dynamique d'innovation et de modernisation portée par le ministère des Finances et du Budget. C'est dans le but d'améliorer la gouvernance des finances publiques. Voici les explications de Bassirou Sarr. Il est le directeur du cabinet du ministre des Finances et du Budget. Il est au micro de Khadija Diouf et Barso. Ce moment illustre la dynamique d'innovation et de modernisation dans laquelle s'est résolument engagé le ministère des Finances et du Budget afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance de nos finances publiques pour plus d'efficacité, surtout plus de transparence et d'inclusivité sur toute la chaîne de traitement des opérations financières. Dire aujourd'hui que l'un des piliers majeurs de notre stratégie de modernisation des finances publiques est le SIGIF. Le SIGIF constitue le socle d'une administration financière numérique intégrée, sécurisée et capable de piloter l'ensemble de la chaîne budgétaire, comptable et fiscale dans un écosystème cohérent et interconnecté. Ce système intègre les meilleures technologies. Permettez-moi de citer une infrastructure modernisée et sécurisée, une interopérabilité avec les systèmes existants, c'est-à-dire les systèmes fiscaux, douaniers et les systèmes qui gèrent la paix. Troisièmement, une traçabilité en temps réel des flux financiers au sein de l'État. Et en dernier lieu, des portails digitaux pour l'ensemble des acteurs de la chaîne financière. Aujourd'hui, à l'heure où l'intelligence artificielle de la donnée devient un levier central de la gouvernance, le SIGIF permettra des reportings automatisés, des tableaux de bord de pilotage en temps réel et une capacité accrue d'anticipation et d'analyse au service de la décision publique. Donc cette technologie est un gage de souveraineté pour l'État du Sénégal. Elle garantit que l'État restera maître de ses données financières et budgétaires. Avec le SIGIF, chers collègues, le Sénégal se dote d'une plateforme conforme aux standards internationaux de gestion des finances publiques, en cohérence avec les normes de l'UEMOA et les recommandations des institutions financières internationales. Salon international des médias africains, ça sera ce 27 juillet à Dakar. Les acteurs veulent favoriser les échanges entre les professionnels des médias. Le CIMA a pour ambition de positionner le Sénégal comme une véritable capitale, une capitale donc des médias et un marché stratégique des programmes africains. Durant 4 jours, les échanges porteront sur les opportunités dans le secteur des médias africains. C'est donc en train de signer Deyali Fall et Mafal Fall. C'est un événement majeur qui se positionne comme un carrefour culturel, économique et diplomatique. Les acteurs veulent faire de cette rencontre un moment fort de partage et de communion entre le Sénégal et l'ensemble du continent africain. Le salon est hautement important parce qu'il se veut une rencontre culturelle, une rencontre économique, une rencontre pratiquement, on peut dire, diplomatique, qui place et replace le Sénégal dans l'agenda culturel panafricain et international. Donc nous voulons véritablement que ce soit un moment fort de communion entre le Sénégal et toute l'Afrique, entre le Sénégal et le reste du monde, pour en faire le rendez-vous international des médias, qui soit un événement qui soit figé dans le calendrier aujourd'hui des activités principales de notre pays.
Les initiateurs du CIMOR tendent la main à l'ensemble des acteurs du secteur des médias et les invitent à s'approprier pleinement l'événement. Du fait du rôle, j'allais dire, transversal que jouent les médias aujourd'hui, de sa capacité d'être un catalyseur des autres secteurs, il est important qu'un tel événement puisse être accompagné par les pouvoirs publics, par le secteur privé national, par le secteur international, par toutes les parties prenantes qui ont intérêt effectivement à ce que ce genre d'événement puisse être organisé. Donc il est important effectivement que cet événement soit pleinement réussi et c'est pourquoi nous avons tenu à organiser cette rencontre qui est une première mais qui ne sera pas la dernière et à inviter chacun, tous et toutes à venir véritablement rejoindre le comité de pilotage et les commissions pour en faire un événement qui soit un succès éclatant. Un dispositif a été mis en place pour permettre aux médias internationaux de s'inscrire en ligne et de prendre part à ce salon qui reste ouvert à l'ensemble des médias sénégalais. Et puis, nomination du nouveau directeur général de la Sonatel. Il s'agit donc de Brelote Ba qui succède ainsi à Sékou Dramé. Le conseil à l'administration donc a annoncé la nomination de Brelote Ba en tant que directeur général du groupe Sonatel. Il a succédé donc à Sékou Dramé dont le mandat se termine le 31 juillet 2025. La Sonatel donc qui change de tête. Brelote Ba a été contrôleur de gestion du groupe Sonatel 2003-2007, directeur marketing commercial de communication Orange Guinée 2007-2008, directeur général d'Orange Bissau, directeur des opérations et des relations internationales de Sonatel, directeur général d'Orange Guinée à 2017 et 2018 et directeur d'Orange Mali 2018. Brelote Ba a également occupé le poste de directeur général d'Orange Niger de 2012 à 2007. Le nouveau directeur général de la Sonatel est un ingénieur diplômé de l'école polytechnique de Paris et de l'école nationale des ponts et chaussées. Brelote Ba qui prend donc la commande ou les commandes de la Sonatel. Le maire de Notto Diobass théorise le développement down-top, c'est-à-dire du bas vers le haut. D'après Alioune Sarr, pour développer un pays, il faut développer les territoires. Donc avec le talent local, l'édile de cette contrée de la région de Thiès, qui a procédé au lancement du projet d'une cité moderne à Kër Madaro, a remis 1700 actes foncier aux populations. Il estime que toute l'économie du pays ne doit pas être concentrée à Dakar. Il appelle à lutter contre la spéculation foncière. Le projet de mise sur pied d'une cité modèle à Kër Madaro n'est pas seulement motivé par le besoin de logement, mais aussi et surtout une grande ambition de faire de cette contrée un pôle fulgurant de développement. Le développement top-down a montré ses limites objectives. Maintenant, il faut penser en développement down-top, à partir des territoires, à partir des ressources des territoires, le foncier, le talent local, qu'on puisse faire exploser cette énergie pour faire un développement national. C'est ça aujourd'hui. Les pays se devancent sur la capacité qu'ils ont à faire éclater le talent qui sont dans le territoire. Si vous allez en Chine, ce sont des provinces. Si vous allez aux États-Unis, vous avez des villes, des États. Il est temps que toute l'économie du Sénégal ne soit pas seulement concentrée à Dakar, mais qu'elle soit répartie équitablement dans toutes les communes du Sénégal. À l'en croire, bientôt, des infrastructures de toutes sortes pousseront de cet espace encore vierge. C'est qu'une étape. Demain, sur cette terre sécurisée du Diobass, vous verrez s'élever des logements décents, vous verrez des écoles modernes, des universités, vous verrez des zones industrielles, vous verrez des centres de formation et des agropoles. La lutte contre la spéculation foncière et la sécurisation du patrimoine local reste une priorité pour le maire. Le Diobass Smart City est devenu une réalité. La remise de ces actes fonciers est le premier pilier de notre engagement. Sécuriser le foncier pour les populations locales, lutter contre la spéculation et protéger le patrimoine commun contre des intérêts privés malveillants. L'édile de Notto Diobass a mis en garde les populations contre la vente des terres qui peut les réduire à devenir des étrangers dans leur propre localité. Il a demandé aux bénéficiaires de parcelles de ne jamais songer à les monnayer.
L'association Sideri Wal Ikhlas, au chevet des diabétiques de Rufisque, un don de 60 000 sachets de sucre diabétique a été offert aux personnes qui souffrent du diabète. L'association demande aux autorités de renforcer la maison des diabétiques qui compte 3 000 membres. Babacar Seck. Un lot de 60 000 sachets de sucre, c'est le soutien reçu par la maison des diabétiques de Rufisque de l'organisation Sideri Wal Ikhlas de Serigne Daouda Sy. Il est sur une phase, la phase de mobiliser le sucre, mais il interpelle et fait appel à tout le monde, à toute structure, aussi bien locale, étrangère, de venir l'accompagner dans ce qu'il fait. Parce que ce n'est pas seulement consommer le sucre, mais il y a le matériel aussi pour diabétiques, et il y a d'autres possibilités de rendre la vie du diabétique beaucoup plus facile, socialiser les diabétiques, rendre beaucoup plus accessible tous ses besoins en termes de soins, ses besoins en termes de confort dans sa vie. Ce don représente un véritable soulagement pour les diabétiques. C'est extrêmement important dans la vie des diabétiques. Cette maison a été conçue un peu pour faciliter le quotidien des diabétiques. Parce qu'il y a eu des moments où les diabétiques avaient été dans des difficultés énormes. Donc pour aller de Rufisque à Marc-Sankalé, et avec les embouteillages et tout ça, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de désagréments. C'est la raison pour laquelle nous avons eu l'idée de mettre en place cette maison, qui est l'unique maison en Afrique de l'Ouest. Les membres de l'ASAT attirent l'attention sur la féminisation du diabète qui n'épargne pas les enfants. Et puis la féminisation de la maladie, maintenant cette maladie touche de plus en plus les petits-enfants. Et je crois que même c'est ça l'occasion même d'interpeller les systèmes éducatifs, d'interpeller les enseignants. Parce qu'avec ce qu'on mange dans les écoles, avec le préscolaire, ces bonbons, ces chocolats, on s'est rendu compte qu'il y a une forte croissance. Le taux de prévalence de la maladie est extrêmement fort. La maison des diabétiques de Rufisque, qui a une vocation sous-régionale, reçoit plus de 3 000 patients chaque année pour la prévention et le suivi des diabétiques. Babacar Seck. Les acteurs de la société civile veulent plus de reconnaissance et en appui de la part des autorités, selon Ibrahim Eloua Sarr, président du Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion. Ces organisations jouent un rôle majeur dans la préservation et donc de la démocratie. Ibrahim Eloua Sarr, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Moutagakan. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à l'État. Les ONG jouent un rôle importantissime, la société civile joue un rôle importantissime. Ce que nous faisons dans ce pays, je pense que tout gouvernement doit respecter ces bénévoles que nous sommes, ces Sénégalais qui ont été formés dans le Sénégal et qui sont en train de rendre à César ce qui appartient à César. Je pense que c'est là où j'appelle un appel à l'État qui est là. Les ONG, il y a des ONG qui ont été créées, qui n'ont pas de moyens et qui font un travail extraordinaire et qui méritent d'être soutenus et non pas combattus. C'est un appel que je lance et que je veux que toute la presse relaye parce que nous sommes des hommes indépendants. Nous sommes là pour contribuer dans la santé et dans l'éducation. Notre organisation que je dirige, chaque année nous donnons plus de 1000 bourses à des étudiants défavorisés. 1000 bourses, c'est 1 milliard. Est-ce qu'aujourd'hui, quand nous le faisons, ça veut dire que nous sommes en train de contribuer d'une manière indépendante au développement de notre continent? C'est pour vous dire que simplement que nous sommes fiers de ce qui s'est passé. Le Centre d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat avec l'Agence italienne pour la coopération au développement a effectué une tournée à Matam. C'est dans le cadre du projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes formées. L'objectif est d'accompagner les jeunes, mais également des femmes, de les assister donc dans le cadre de la mise en place de leur entreprise. Amadou Mariel. Dans la perspective d'accompagner des jeunes aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026, le Centre d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat rural et urbain en partenariat avec l'Agence coopération italienne de développement était à Matam dans le cadre d'une mission de lancement de la phase 2 du projet d'appui à l'insertion des jeunes et des femmes formées. Dans cette initiative, CAPERSAS met le curseur sur l'insertion et l'emploi des jeunes. Bon, par rapport au résultat 2, il s'agira d'accompagner les entreprises à travers une assistance technique qui permet plus ou moins de réunir les conditions d'une durabilité de leur croissance, mais également les placer dans une perspective de progrès qui garantit
un peu l'insertion durable et la création d'emplois dans les entreprises. Pour l'Agence régionale de développement, cette deuxième phase est une opportunité pour des entreprises de la région de s'illustrer. Si vous regardez au niveau de la région de Matam, c'est une région caractérisée par un tissu économique faible, avec des entreprises qui sont de façon embryonnaire, qui rencontrent des difficultés de formalisation, d'encadrement et de coaching. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Capersa, ça va permettre à ces entreprises-là d'être mieux outillées en rapport avec l'ARD. Nous allons faire un travail de coaching auprès de ces entreprises. Le Centre d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat rural et urbain a pour objectif de faciliter l'insertion de 750 primo-demandeurs d'emploi afin d'améliorer l'employabilité des jeunes recrutés par le renforcement de leurs capacités et l'amélioration de leurs aptitudes et attitudes professionnelles. Accompagner 750 MPME pour développer chez les entrepreneurs les réflexes favorables à relever les défis d'une situation de concurrence pour conquérir de nouveaux marchés. La Kora de Sunjulu Sissoko fait désormais partie des collections du musée Théodore Monod de Lifon. Cet acte marque un pas de plus dans la valorisation du patrimoine musical sénégalais. Cette Kora va rejoindre le tambour de Doudou Ndiaye Kombaros, mais également le khalam de feu Samba Diabaré Samba. El Haj Malik Ndiaye, conservateur au musée Théodore Monod de Lifon, est interrogé par Mamoudou Lemid Fati et Cheikh Maganbay. C'est un sentiment de gratitude, de fierté et d'honneur de recevoir cette kora de Sunjulu Sissoko, quand on sait que, d'une part, la kora est un instrument mythique qui était joué que dans les cours royales. D'autre part, c'est un instrument aussi, cette kora, qui a accompagné Sunjulu Sissoko partout dans le monde. Dans tous les pays où il a accompagné Senghor, avec cette kora, il a joué dans le palais de la République quand Senghor recevait ses invités. Il accompagnait Senghor dans ses récits de poèmes. Aujourd'hui, recevoir cet instrument à l'université Cheikh Anta Diop, à l'IFAN, au musée Théodore Monod en particulier, c'est une manière de perpétuer la mémoire, c'est une manière de célébrer l'histoire et c'est une manière également de graver dans le marbre le nom de Sunjulu Sissoko, qui mérite d'être reconnu à sa juste valeur, qui mérite également qu'une institution culturelle, qu'un boulevard, qu'une rue, en tout cas nos institutions, portent le nom de Sunjulu Sissoko. Le musée Théodore Monod d'art africain a déjà reçu le tambour de Doudou Ndiaye Kombaros et le khalam de Samba Diabaré Samba, qui sont rentrés dans nos collections il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, la kora de Sunjulu s'ajoute à cette liste légendaire de musique, d'instruments de musique traditionnelle. C'est pour nous quelque chose qui nous permet de continuer la valorisation et la sauvegarde pour une transmission aux générations futures. La sauvegarde du patrimoine et sa valorisation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.